Est-ce que vous m'entendez bien? Ça marche pas bien? Si, ça va. Eh bien, toute l'équipe du Centre d'Art, une bonne partie est ici présente ce jour, je crois, pour vous souhaiter la bienvenue, Marine, Didier, à l'occasion de cette rencontre qui nous est apparue comme une évidence entre toi, Marine Vallon, au milieu de tes œuvres, et vous, Didier Semin, qui est auteur du texte La procréation du tableau au sein du catalogue éponyme de l'exposition, donc Plus haut tremble, que vous pouvez retrouver à l'accueil. Alors, je vais commencer par vous présenter peut-être Didier, qui vous êtes venu en voisin déjà ici, au Centre d'Art Passage. Je tiens à vous remercier personnellement de votre implication dans le processus de construction de cette exposition, tant pour l'écriture du texte si juste sur le travail de Marine, que dans l'accrochage aussi, on n'a pas mentionné, mais l'accrochage auquel vous avez contribué, et enfin évidemment la rencontre publique de ce soir. Donc vous êtes conservateur, vous avez d'abord exercé, arrêtez-moi si je me trompe, mais au musée de l'abbaye de Sainte-Croix au Sable d'Olonne, puis au musée d'art moderne de la ville de Paris, et enfin au musée national d'art moderne, donc le centre Georges Pompidou. Vous avez assuré le commissariat de nombreuses expositions, dont la rétrospective Kurt Schwitters, mais aussi les expositions personnelles de grands noms d'histoire de l'art récent, comme Gilles Ayot, Jean-Luc Vimout, Robert Combas, Alain Fleischer, Sophie Tauber-Hart ou Martial Reiss. Et vous avez également co-signé avec Georges Didier Huberman la mythique exposition L'Empreinte au centre Georges Pompidou en 1997. Je ne pouvais pas ne pas le citer. Vous êtes également auteur et vous avez des ouvrages importants comme Boltanski aux éditions Art Press en 88, L'Arte Povera aux éditions du Centre Georges Pompidou en 92, Le peintre et son modèle déposé aux éditions du Manco à Genève en 2001, ou Le sablier de Pénone à l'Échoppe en 2005. Vous avez également fondé la collection Écrits d'artistes aux éditions des Beaux-Arts de Paris avec Alain Bonfant, dans laquelle on peut trouver des ouvrages de François Dufresne ou encore de Paul Van Desbourg. Vous avez enfin enseigné l'histoire de l'art à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris entre 1998 et 2020. C'est ça. Et donc, école dans laquelle vous rencontrez Marine Vallon, où elle commence à suivre vos cours en 2005 et où vous échangez de façon plus nourrie depuis 2008. 2008 date de ton diplôme. Et donc de cette rencontre et du travail de l'artiste que vous avez vu évoluer, vous dites dans votre texte issu du catalogue qu'elle excelle à maintenir ses plages de couleurs, rythmées de subtiles variations par un pinceau expert, à la frontière ténue entre la forme séduisante et l'image qu'elle devient quand on lui prête attention. Image qui éveille le souvenir des expériences vécues dans la nature et dans ces petits théâtres de nos vies que l'on appelle paysages. Je pense que ça résume bien l'exposition qui nous entoure. Et toi, Marine, tu es née en 85, tu vis à Montreuil, et ton atelier est situé à Nogent-sur-Marne dans un parc composé une vingtaine d'ateliers, je crois, une trentaine d'ateliers d'artistes, donc qui est la propriété de la Fondation des artistes. Tu es représentée par deux galeries, la galerie Catherine Isser à Saint-Paul-de-Vence et la galerie Stoppenbach and de Lastre à Londres. Donc, tu as été diplômée de l'école, effectivement, des Beaux-Arts de Paris en 2009. Et ton travail a fait l'objet d'expositions monographiques dans tes deux galeries, évidemment. Au Point commun à Annecy en 2019, entre autres. Tu es à Passage aujourd'hui. Il fait aussi partie de plusieurs collections, comme celle de la Fondation Colas, de la ville de Vitry-sur-Seine pour le dépôt du Macval, ou encore du Fonds Maurice Sabata. Tu as été récompensé par un grand nombre de prix, comme en 2022, le prix Jean-François Prat, qui récompense les meilleurs peintres actuels chaque année. Et aussi le prix Maurice Sabata en 2019, le prix de la Fondation Colas en 2020, le troisième prix Antoine Marin en 2018, le prix international de peinture novembre à Vitry en 2017, le prix Print and Paper SMFA Boston, ainsi qu'une bourse Colin Lefranc
un an avant ton diplôme, je crois. Tout récemment, tu as éprouvé pour la première fois l'expérience de la gravure à travers cette commande du musée du Louvre et de la Réunion des musées nationaux Grand Palais, en travaillant sur la calcographie avec Lucille Van Stavel, que vous pouvez retrouver donc, dans le jardin d'hiver à l'état d'essai, voilà, ici dans une vitrine. De ton travail qui nous entoure aujourd'hui, je citerai Joël Riff qui avait, je crois, vu très justement l'orientation de cette exposition dans un texte en 2019 dans lequel il disait « Marine Vallon fauche, le geste est franc, il taille le paysage. Ces peintures semblent relever de ces calcaires italiens, dites pierres à images, qui, une fois tranchées, laissent deviner des vues pastorales. La paésine, tel est le nom de cette fantaisie minérale, se forme selon une lente sédimentation fractionnée par les mouvements de tectonique. Enfouie dans des gisements antédiluviens, c'est bien l'action de l'œil humain qui vient débiter puis polir cette roche afin d'en révéler le panorama. La peintre coupe pareillement dans sa matière iconographique. » La boucle est bouclée. Puisque lors de ton invitation faite par le Centre d'Art, tu as pu aussi emprunter à la collection du Muséum d'Histoire Naturelle de la ville de Troyes 4 paésines, qui rappellent furieusement Étoile et que l'on peut voir en vitrine dans la dernière salle de l'exposition. Et à mon tour de vous laisser la parole, du coup, pour une heure passée ensemble, et on pourra évidemment échanger à la suite de cette rencontre. Merci beaucoup. Merci à toi, Maëla. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie beaucoup d'être là ce soir et pour certains d'avoir pris le train pour venir. Voilà, ça me touche beaucoup. Et je pense que je vais passer le micro à Didier Semin. Voilà. Toujours sur moi que ça retombe. Voilà, juste pour préciser ce que disait Maëla, je viens au voisin parce que je suis maintenant en retraite de l'enseignement, que je suis revenu dans ma région d'origine qui est à la frontière entre la Haute-Marne et l'Aube. Donc je suis extrêmement heureux de participer pour la première fois à un projet du passage avec une de mes meilleures anciennes élèves. Marine et moi nous tutoyons, ne vous étonnez pas de cela, c'est parce qu'on est proches depuis longtemps. Je ne tutoie pas mes élèves tant qu'ils sont... Enfin, je ne tutoyais pas mes élèves tant qu'ils étaient à l'école, parce que tutoyer un jeune homme ou une jeune femme de 20 ans, on a le sentiment d'être un gendarme qui arrête un jeune à mobilette et qui tutoie tout de suite. Donc le tutoiement ne vient qu'après la sortie de l'école, quand l'accord se fait sur le régime de dialogue. Donc, quand je dis que tu étais une de mes meilleures élèves, c'est vrai, mais ça ne m'implique pas que ce que j'ai vu à l'école ait ressemblé véritablement à ça. Et avant de venir, j'ai fouillé dans ma bibliothèque à Louz, en Haute-Marne, pour retrouver un ouvrage qui a, je crois, beaucoup contribué à renforcer le dialogue entre toi et moi. L'École des Beaux-Arts avait imposé, à partir de 2005, aux étudiants de dernière année de participer à des séminaires qu'on avait confiés aux professeurs d'histoire et pas aux artistes. Ces séminaires rentraient dans les cases de l'éducation nationale dont l'École des Beaux-Arts se rapprochait à ce moment-là. Et j'avais l'habitude des cours en amphi qui sont longs à préparer mais confortables sur le plan du dialogue avec les élèves. Il m'a fallu inventer un système de séminaire. Et j'ai eu l'idée, parce que je suis depuis longtemps, un lecteur du New Yorker et un admirateur de ces dessinateurs comme Sampé ou Ken Baxter qui font, avec quelques traits et une légende, un dessin qui fait éclater de rire. Et donc j'avais proposé cette formule à une vingtaine d'élèves.
chaque semaine, l'un ou l'une d'entre eux apportait à l'école des beaux-arts 3 dessins, 3 légendes, et les autres devaient se débrouiller pour refaire les dessins, les légender, coller sur les légendes des dessins, en sorte que ce soit drôle. Et en cherchant cet ouvrage, simplement pour évoquer ce souvenir avec Marine, je me suis rendu compte que la couverture était une collaboration entre 2 élèves, Bérengère Hénin et Marine Vallon, que l'idée de la couverture était de Marine et le dessin de Bérengère. Et en le regardant, je me suis dit que, voilà, je ne suis pas sûr de croire au présage, mais je vous fais passer l'objet en question, cet élan créatif. Alors l'élan est évidemment un cervidé pour amuser la galerie, mais dans l'idée que les cornes de l'élan peignent le tableau, au sens que passer un peigne, il me semble qu'il y a un petit présage de ce qu'est devenu ensuite la peinture de Marine, qui me fascine parce qu'on y trouve l'illustration parfaite de ce qu'un beau paysage, quelque chose qu'on aime dans notre environnement, mais pas forcément un chaos sauvage ordonné par l'œil, mais que c'est un paysage qui a été peigné comme on peigne les cheveux d'un enfant. Et Marine se sert de ces brosses, je crois, comme d'un peigne, et si la métaphore ne te fait pas bondir, j'ai le sentiment que dans tes tableaux, tu réussis à coiffer le paysage avec juste ce flou nécessaire pour que la coiffure n'ait pas l'air d'avoir été faite par un mauvais coiffeur qui se sert de lac, mais par quelqu'un qui sait ordonner le désordre ou mettre du désordre dans l'ordre. Et tu fais ça avec tes représentations de paysages. Je pense que les paysages que tu peins, que tu peignes, acquièrent une part d'humanité quand ils passent sur la toile, que tu les traites véritablement comme tu traiterais la chevelure de tes enfants. Et je regardais, avant qu'on parle des tableaux un par un, je suis très frappé par la différence qui existe entre le coup de peigne qui donne le pli hercynien d'une montagne et le coup de je ne sais quoi qui donne l'illusion de l'eau ou de l'écume. Et je me demandais si tu utilisais 2 instruments différents, un peigne plus fin pour les montagnes et un peigne plus gros pour les images de l'eau, ou si c'était juste la virtuosité au service d'un seul et même instrument. C'est une question tordue. Non, elle est très juste, mais c'est toujours étonnant parce que l'image du peigne, je l'avais jamais vue. Mais en fait, c'est vrai que je travaille pas l'eau et la montagne de la même manière. Souvent, pour l'eau, en fait, c'est juste un simple coup de gros spalter, voilà, que je viens poser sur la toile. Et du coup, là, c'est juste le mouvement de la brosse qui va dessiner le mouvement de l'eau, alors que c'est très souvent, en effet, pour la montagne, ça, c'est arrivé il y a, je pense, autour de 2015-2016, donc il y a déjà à peu près déjà plusieurs années, où en fait, alors je ne sais pas du tout pourquoi, c'est arrivé vraiment comme ça. En fait, je viens découper, déjà le mot découper n'est pas
vraiment juste, mais en fait avec un autre pinceau plus fin, souvent ce que je fais, c'est que je viens séparer en tout cas mon spalteur ou ma brosse en plusieurs parties, voilà, pour avoir ces sortes de lignes et de torsions qui en effet après apparaissent sur les montagnes. Et ce geste-là, il est arrivé très vite. Au début, je me suis dit, oh là là, attention, c'est ce type de geste qu'on se voit faire et puis refaire. Et puis, ça, c'est en dessin comme en peinture, c'est ce on en a toujours un peu peur parce que ça peut devenir des automatismes. Donc, je me suis dit assez vite, voilà, tu vas l'utiliser 2-3 fois et puis après, on verra. Et en fait, alors, ça dépend vraiment des moments à l'atelier, mais je le vois encore le faire comme un besoin, enfin, quasiment pulsionnel comme ça à l'atelier, où c'est comme si une fois que la brosse est vraiment pleine d'huile, je regarde ma montagne, je regarde la palette et je pense que je veux y signifier un signe, un motif, comme ça un peu en excès dessus. Mais je crois que derrière ça, il y a aussi le fait que je ressens une sorte d'impossibilité de toute façon à les peindre, ces montagnes. Donc soit c'est arrivé avec cette sorte de tétanie comme ça de la représentation. Et ça parce que j'ai su très vite en arrivant à la peinture aussi que je ne voulais pas faire de détails, je ne voulais pas utiliser de petits pinceaux. Ce qui est étonnant parce que je suis arrivée par la peinture vraiment avec le dessin assez minutieux qui prenait beaucoup de temps. Ensuite par l'aquarelle qui est une technique quand même, voilà, on a besoin de patience et puis lentement parce qu'il n'y a pas de repentir possible. Mais peut-être j'avais été trop loin, je ne sais pas, dans l'aquarelle, dans la patience aussi. C'est vrai qu'en 2015, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a eu une sorte de... Et ça, je vois bien que c'est encore là à l'atelier, c'est-à-dire cette sorte d'impatience comme ça. Mais c'est vraiment à partir du moment où je rentre dans l'atelier et il y a une sorte d'énergie comme ça, de vitesse qui arrive. Et donc là, il y a un dialogue qui se fait, mais très, très instinctivement, en effet, entre ces spalters comme ça que je viens découper. Alors maintenant, il y a des dons qui ressemblent à des peines à la fin. Je crois qu'il faut que tu expliques ce qu'est un spalter. Alors voilà, c'est vraiment en effet la question qu'on me pose souvent. Donc c'est simple, les spalters sont de très grandes brosses de peinture, alors qu'on peut trouver aussi bien dans les magasins de bricolage que dans les fournisseurs beaux-arts classiques. Donc, au départ, j'avais quand même été un peu voir du côté du bricolage, mais en fait, ça sèche beaucoup trop vite. La qualité du pinceau n'est pas la même. Donc, il y a quand même des fournisseurs qui proposent ces grands spalters et en fait qui ont une sorte de légèreté comme ça au moment de l'application. C'est même plus des pinceaux pour le vernis, en fait pour les décorateurs. C'est les premiers spalters que j'ai utilisés, alors maintenant ils n'existent plus. Donc ça m'avait intriguée d'ailleurs, parce que on m'avait dit, mais vous savez, au départ, c'est plutôt pour faire du vernis. Mais en fait, ils avaient cette sorte de souplesse. Donc voilà, peut-être justement parfaite pour brosser, parce qu'on parle de brosser aussi, enfin voilà, un tableau, une surface, etc. Donc peut-être ce lien entre la coiffure et la peinture et à une histoire, je ne sais pas. La peinture et la cosmétique ont une histoire commune, c'est évident, mais l'usage du vocabulaire le dit. Les brosses, le peigne existe en peinture, et je me souviens de jurys aux Beaux-Arts. En 22 ans aux Beaux-Arts, j'ai connu beaucoup de jurys et de plaisanteries douteuses, et il y a une époque où beaucoup de candidats et de candidates arrivaient avec des dessins de girafes. Donc, voilà. Je peux imaginer des plaisanteries
sur Penny la girafe, mais il me semble que ce que tu as trouvé là, parce que ta génération a été formée, je pense, beaucoup à une peinture non figurative. Si on songe à la scène artistique française, Bernard Friese, un peintre pour qui j'ai plus de respect que d'affection, et quelqu'un qui a utilisé ce procédé du peigne, mais pour le mettre en évidence pour lui seul, pour crier peinture, comme ça sur le tableau, mais ne crier que ça. Ce que je trouve, ce qui m'a toujours attaché à la peinture figurative, c'est ce que j'essayais de dire dans le petit texte qu'a lu là, c'est-à-dire cette pièce au service de quelque chose qui est derrière et qui en rend l'existence pleinement légitime. Pour le dire de manière extrêmement vulgaire, si Bernard Friese rate son coup, on dirait un dessus de millefeuille en pâtisserie. Ça lui fera rapporter. J'allais te demander que tout cela reste entre nous. Mais je crains que tu sois un tout petit peu d'accord. Et donc, c'est chez toi, le tracé qui est parfois très visible, donc qui pourrait être démonstratif, est toujours au service de la représentation de quelque chose. Donc, on a le goût de cette chose qui passe dans autre chose. On n'a pas l'eau que tu peins ne mouille pas, la roche n'est pas rugueuse, mais ta façon d'appliquer la peinture donne non seulement à voir le paysage, mais concrètement à le sentir. Pour moi, la figure en peinture est tellement importante à cause de ce va-et-vient permanent entre ce qui est montré et la façon dont c'est montré. Comme pour les six, ce qui est important, c'est le son et le sens. Comment est-ce qu'on arrive à faire tenir un sens correct dans un verbe de 12 pieds qui rime avec le suivant. Voilà, ce sont des contraintes qui rendent les choses pérennes. Je ne vais pas dire immortelles comme le dit l'exposition de Montpellier à laquelle tu participes bientôt et qui est... Non, toi, tu fais partie des exclus de l'expo. Tu es au Sable d'Olonne. Parce qu'il y a en ce moment, dans le paysage français, une sorte de réhabilitation solennelle de la peinture figurative qui à la fois touche les gens comme moi qui la défendent depuis toujours et puis qui, par certains côtés, fait peur parce que les affrontements de camps sont toujours effrayants et que les choses sont beaucoup plus compliquées que ça. Que je revendique pour moi le droit d'aimer la peinture de Marie Vallon, celle de Gilles Ayot, mais aussi celle de Mondrian et de John Mitchell. Donc voilà, j'ai toujours un peu je suis heureux de ce mouvement de réhabilitation de la peinture figurative. D'une certaine manière, je me suis battu avec d'autres pour ça pendant des années, mais maintenant que ça arrive, ça me fait un peu peur. Et je pense que je ne suis pas le seul à avoir un peu peur de ce mouvement qui pourrait ressembler à un reflux, alors qu'il faudrait que ce soit une avancée permanente et que voilà, des peintres comme toi, comme Mireille Blanc, avancent en même temps que Raphaël Zarka ou d'autres. Il n'y a pas de camp en art.
peinture n'a pas de supériorité intrinsèque sur les autres matériaux à condition qu'ils soient bien utilisés. Mais je voulais quand même te demander, pour avoir suivi ton évolution et avoir été un peu inquiet à l'époque où tu as peint sur des briques, comment est-ce que comment sont venues les choses? Parce qu'à l'école, je t'ai connu plutôt du côté du dessin, donc plutôt du côté de l'image que du côté de la matière. Quand s'est fait cet équilibre dans le mariage, si tu peux le dater? Oui, ça s'est fait, je dirais, entre 2014 et 2015. C'est vraiment, enfin, c'est étonnant parce que je suis rentrée aux Beaux-Arts en 2004 ou 2005 avec de la peinture. Et en fait, en première année, voilà, j'ai été logiquement dans un atelier de peinture chez François Boiron. Et en fait, j'ai très vite arrêté parce que j'ai senti que j'avais pas assez de dessin derrière. Ce qui était étonnant parce que je voyais aussi plein de collègues à moi qui faisaient de la peinture, mais sans se poser des questions de dessin. Alors, je sais pas si tu t'en souviens, mais d'ailleurs, en fait, tu es un peu d'où l'importance quand même de la transmission de l'enseignement. Je me souviens que j'avais présenté toute une série de peintures et vraiment, ça devait être à la fin comme ça, dans un jury en plein milieu de l'année, un peu bilan. Et on avait parlé j'avais fait un ciel en peinture. Et je crois que tu m'avais dit, mais peut-être les ciels pour plus tard. Voilà, vous verrez, c'est difficile les ciels. Et en effet, j'avais, avec un peu plus de distance, observé mon ciel qui était compliqué, et en même temps, donc après, et en même temps, mes carnets de dessin, je me souviens, je faisais de la retranscription un peu musicale, très instantanée. Il y avait quand même aussi déjà cette retranscription d'émotions un peu fugaces. Donc, je me souviens, je faisais des dessins un peu abstraits sur Erik Satie, sur du jazz. Enfin, il y avait un rapport au son, je me souviens, au tout début. Et puis, en fait, donc, voilà, j'ai arrêté la peinture, mais du coup, c'est impossible. C'est marrant parce que souvent, je repense à cette phrase sur le ciel quand je suis à l'atelier encore maintenant et que je peins des ciels. Parce qu'au fond de moi, je me dis, mais en fait, je ne sais pas, je ne sais toujours pas représenter le ciel, mais c'est ça qui m'amuse. Et la montagne, je pense que c'est ça qui me donne envie de peindre chaque matin. C'est que je me dis, je ne sais pas représenter la montagne, je ne sais pas représenter l'eau, je ne sais pas représenter le ciel, parce que, en fait, c'est irreprésentable sans passer par le détail. Donc, comment je vais faire? Et là, je crois que la peinture, c'est là qu'elle arrive. C'est-à-dire, si je n'ai pas un enjeu compliqué devant ma toile, je repose mon pinceau. Et ça, dès les Beaux-Arts, je crois que j'ai eu toujours cette idée de la progression en tête, mais qui n'est pas une progression pour aller... Alors, c'est là où on change beaucoup, parce que si pendant un cursus, finalement, on se dit je vais progresser et à la fin, je saurai faire un ciel de manière détaillée, etc. Alors que là, moi, c'est tout le contraire. Plus j'avance et plus j'ai envie d'aller vers l'accident, vers tout ce que je ne sais pas faire. La toile, elle est cet enjeu-là à l'atelier, c'est-à-dire tu parlais d'organiser tout à l'heure le chaos, le paysage. Mais c'est vrai que je pense que c'est ça qui guide. C'est-à-dire comment aller vers la surprise du geste, de la couleur.
et peut-être d'aller vers cet état panique de la représentation. Alors, je ne sais pas mettre d'autres mots que ça dessus, mais il y a un état comme ça qui vient souvent une fois la brosse en main. C'est que je me dis, je vais aller là sur une toile en plus. Donc c'est vrai que j'aime bien les grands formats, donc qui fait 1m70, je sais pas, sur 240 de long, comme celle qui est là-bas. Et je me dis, mais en fait, j'ai 100 000 possibilités de peindre ce ciel. Quelle va être celle qui va apparaître en 3 coups de pinceau? Et donc là, forcément, il y a quand même un peu de panique, en fait. Et du coup, quasiment une envie d'échec. Mais je crois, au final, je me dis, si je vais vers quelque chose, je ne sais pas peindre, j'ai peut-être une toute petite chance d'y voir apparaître une surprise, c'est-à-dire une sorte de petit miracle comme ça, de quelque chose, je pense, que je n'aurais jamais vu. Et ça, je pense que la peinture, à un moment donné, elle est arrivée en 2015, parce que aussi ma vision, c'est un petit peu condensée. C'est vrai que j'avais été très attirée aussi par le cinéma, par la vidéo. Il y a beaucoup de choses qui tournaient, d'où les briques, pour revenir à ta question. Voilà, j'avais commencé à faire des peintures comme ça sur des briques que j'avais trouvées dans la cour de mon atelier, et en fait elles étaient striées, et je sais pas, j'ai une sorte d'envie de peindre dessus, et là j'ai vu apparaître une sorte d'image saccadée. À ce moment-là, je regardais beaucoup le cinéma expérimental, alors je sais pas, il y a quelque chose qui s'est fait, ça m'a parlé parce que j'y ai vu, en fait moi j'y vois, même si ça a été une erreur de parcours, mais je pense qu'il en faut en fait, surtout dans la peinture. Je sais pas si cette peinture aujourd'hui où je cherche l'accident, je cherche à ce que ça vacille, que ça déraille, si elle serait arrivée sans ces briques. Parce que là j'ai vu que la peinture en tout cas que je voulais faire, il y avait un rapport à quelque chose qui vacille, qui dérape, qui disjoncte, comme dans le cinéma expérimental. Alors bon, assez vite, j'ai vu qu'en effet, par contre, ça ne tenait pas. Alors déjà, en fait, c'est ce qui était bien avec les briques, c'est que déjà, ça ne tenait même pas sur un mur. C'était de toute façon, les rares qu'on a accrochés se sont cassés la figure, cassés en 1000 morceaux, donc c'était très bien. Et ça, c'était encore une excuse. Moi, pendant 10 ans, pour que la peinture arrive, j'avais une belle proportion à me chercher des excuses pour ne pas aller vers ce que je fais actuellement, c'est-à-dire de la peinture grand format. Et encore, ces formats-là, je les trouve minuscules, en fait. Donc, il y a une sorte de démesure comme ça dans ce que j'y mets, dans ce que j'ai en tête, parfois, et ce que j'imagine, qui, je pense, était trop difficile à contenir, en fait. Voilà. Donc, ce que tu racontes est très très joli pour expliquer, ce serait très joli pour expliquer aux jeunes gens comment on devient peintre en surmontant en réalité des difficultés. Ces briques, en réalité, tout simplement, tu te trompais de stries, elles étaient sur le support au lieu d'être dans l'outil. J'espère n'avoir pas été trop dur, mais j'essaie toujours de dire la vérité de ce que je pense, qui n'est pas forcément la vérité en soi aux artistes. Je me souviens que je faisais un peu la tête. Oui, tu me faisais la tête. Mais avec ce que tu racontes, on se rend compte très bien que tu as... alors, je ne me souvenais plus du tout de cette remarque sur le ciel. Mais on voit bien dans ta peinture que tu te bats contre les ciels. Déjà, le point de vue
tu as appris du cinéma qu'on pouvait filmer avec une grue et aujourd'hui avec un drone. Donc les paysages sont la plupart du temps vus en surplomb et parfois même du dessus. C'est quasiment une vue aérienne pour que le ciel soit réduit à la portion congrue et que quand il a l'air maçonné, on n'ait pas le sentiment d'un échec, mais d'un ciel lourd. Et ce que tu trouves avec le tableau cubain, qui est derrière vous, malheureusement, mais c'est une manière de traiter avec le même geste le ciel et la montagne. Je me suis longuement attardé sur ce tableau. J'ai photographié les détails de la frontière parce que c'est... voilà, maintenant tu y arrives, c'est-à-dire que tu arrives à peindre une nuée d'orage. Maintenant tu y arrives. Tu arrives à peindre une nuée d'orage et une montagne avec quasiment le même outil, mais en traitant la lumière de deux façons différentes. Donc on sent cette espèce d'unité des éléments qui est liée à l'unité des outils que tu utilises. Mais y compris tes thèmes, parce je pense qu'on te pose souvent la question de savoir pourquoi tu peins des montagnes. Est-ce que tu es... D'ailleurs, je ne le sais pas moi-même, si tu pratiques l'alpinisme ou pas. Moi qui l'ai pratiqué à l'époque où c'était encore dans mes cordes, j'ai été sensible aussi à des montagnes à cause de ça, mais en réalité, on pourrait dire que tu peins les montagnes parce qu'elles te cachent commodément le ciel. Oui, peut-être, je ne l'ai pas vu comme ça, mais ce motif... C'est ce que tu racontes et c'est l'intérêt de ces rencontres. Je ne l'avais pas vu comme ça, mais tout d'un coup, ça me saute à la figure que les trois tableaux. C'est vrai que les ciels sont très petits. C'est vrai, et c'est vrai que si je pouvais en effet... Alors ça, c'est une question, tu vois, très intéressante que tu poses, parce que par exemple, dans l'exposition des trois grands formats verticaux qui sont derrière vous, la toile où le ciel n'apparaît pas, du coup, on comprend pas la perspective. Enfin, en tout cas, on n'est pas du tout sur une perspective classique, hertzienne, etc. Et alors ça, c'est des questionnements aussi récents que j'ai dans la peinture. La question de la perspective. Alors, et je vois que donc ça m'apprend beaucoup sur la peinture, puisque j'ai un questionnement depuis 1 an, qui est de pourquoi en photographie et en cinéma, on peut complètement apprécier et appréhender une perspective en diagonale ou complètement éclatée, des vues vraiment, je veux dire au cinéma, avec des effets spéciaux, on est très bien assis dans son fauteuil à regarder un horizon qui bouge. Et en peinture, c'est beaucoup plus compliqué. C'est-à-dire qu'on a vite, moi je le vois bien, mal au cœur, en tout cas on n'arrive pas à prendre place devant une peinture où l'horizon n'est pas clair. Alors est-ce que parce qu'on a été tellement habitué, depuis la Renaissance à être devant et puis à posséder le paysage, la perspective, c'est quand même un état de possession. Mais pourquoi dans le cinéma et la photographie, il n'y a pas ce souci-là. Mais donc, j'ai oublié ta question. Je suis partie sur le cinéma expérimental. Oui, sur les nuages, les montagnes, sur la montagne. Mais alors ça, c'est une question, tu vois, je suis contente que tu me la poses ce soir, parce que je pense que dès que je commence une montagne, finalement, j'ai pas envie de me la poser, parce que je me dis, encore une montagne. C'est pour ça que je me suis un peu forcée les dernières années à peindre la mer, par exemple. Donc voilà. Mais la montagne, elle est arrivée vraiment très vite en 2015.
Bon, après, sous différentes formes, que ce soit quand même, ça peut être aussi la montagne dans le désert, etc. En tout cas, c'est dans la montagne vraiment enneigée, l'ascension de ces figures qu'on voit sur pas mal de toiles. J'ai du mal à, je crois que j'ai pas vraiment envie d'avoir la réponse. La seule chose que je ressens, en tout cas, quand je vois ces montagnes apparaître à l'atelier, c'est que je ressens un parallèle dans cette impossibilité que représente la montagne, l'impossibilité du paysage, parce que on se sent quand même toujours dépassé. C'est un des rares paysages où on se sent dépassé par la hauteur, par la grandeur. On a rarement cette sensation là à la mer, parce qu'on est soit devant ou un peu au-dessus si on est en bateau, ou alors en dessous si on est allongé sur le sable, mais on ne se sent pas tant dépassé. En tout cas, on sent qu'on ne va pas se laisser engloutir. Alors qu'en tout cas, moi, c'est l'effet que ça me fait. À la montagne, il y a quelque chose qui est en trop, qui me dépasse complètement. Et c'est ce que je ressens pour la peinture aussi, c'est-à-dire des émotions comme ça, très ambivalentes entre attraction, répulsion, désir, peur. Et je crois que je vois la peinture comme une ascension sans fin. Alors qu'en montagne, elle a une fin. Alors ça m'impressionne aussi beaucoup, justement l'histoire de l'alpinisme. Et je connaissais pas tant avant, mais c'est vrai que comme je fais souvent des captures d'écran d'après des films, des documentaires en fait, souvent sur l'alpinisme. La peinture, ça fait peur, mais on n'est pas du tout dans ces enjeux-là physiques. Même s'il y a quand même un enjeu physique à l'atelier devant ces toiles où on sent qu'on y laisse un petit peu de notre peau aussi. Alors ça, par exemple, ça a été une phrase, on parlait tout à l'heure des lettres à Théo, de Vincent Van Gogh à son frère, et ça, c'est une des phrases quand j'ai commencé vraiment la peinture en 2015 et que je me dis allez vraiment tu signes, mais comme signerait un alpiniste en disant je prends ce risque-là d'aller dans la montagne et est-ce que j'en reviendrai ou pas. Et il a cette phrase très belle à Théo, il dit je sais plus exactement comment c'est, mais en gros quelqu'un qui ira loin dans la peinture et quelqu'un qui laissera sa peau. Et alors, ce qui est pourtant une phrase, on n'aurait pas envie de signer forcément avec ça, mais là, ça a beaucoup résonné. Je me suis dit, bah oui, alors avec je suis quelqu'un de plus, je vis aussi dans un contexte très différent. Donc, moi, j'aime bien l'idée d'avoir à côté de la peinture un cadre beaucoup plus tenu, contenu, en équilibre. Mais par contre, au moment donné où je rentre dans l'atelier, là, il y a cet engagement total qui apparaît. Et du coup, je pense que ça, je le visualisais avant d'attaquer la peinture et que je savais que c'était pas un choix de mesure. Non, je crois qu'il y a un parallèle réel entre l'appréhension du paysage par les montagnards et la peinture. On peut toujours penser que c'est un hasard si Cézanne habitait Aix plutôt que, je ne sais pas, le Lavandou. C'est sur la montagne de Sainte-Victoire qu'il a inventé tout ce qui est les rochers noirs, qu'il a inventé tout ce qui fait Cézanne, tout ce qui est ensuite dans les portraits. Ses plus beaux portraits sont les portraits de Madame Cézanne, c'est quand elle a le large d'une montagne que c'est plus beau. Ça peut passer
pour une divagation, mais en faisant au début du XXIe siècle une peinture figurative représentant au surplus des montagnes, tu transgressais plusieurs interdits. Parce que dans la deuxième moitié du XXe siècle, la montagne a eu une réputation épouvantable parce qu'elle était associée aux années noires, à Berchtesgaden, à Leni Riefenstahl. Les films de Leni Riefenstahl sont, hélas, magnifiques. Cette femme était un monstre, mais ces films sont magnifiques. Donc la peinture figurative a été associée au régime totalitaire via l'organisme socialiste et les peintures allemandes sous le Troisième Reich, et la montagne était en quelque sorte le pire de la peinture figurative. Donc le culot que tu as eu d'aborder ça et de l'aborder avec ces ruses cinématographiques font que voilà, ta peinture existe pleinement aujourd'hui sans aucune espèce d'évocation de Leni Riefenstahl, et je suis heureux de voir une peinture de montagne qui ressemble à ce que je sens quand je suis en montagne, parce que tous ceux qui ont fait de la montagne ont fait la même expérience. À moins de transporter sur son dos une chambre qui pèse 50 kg, comme le faisaient les frères Bisson, dont on a parlé il n'y a pas longtemps, si on essaie de prendre la montagne avec un objectif de 50 mm ou aujourd'hui un iPhone, devant un paysage absolument vertigineux, on rentre chez soi, on regarde les photos et on a une carte postale absolument plate, sans aucun souvenir de ce qu'on a véritablement ressenti. Alors que dans ta peinture, on a ce vertige, et même si tu dis que tu maîtrises mal la perspective, on a le sentiment de l'espace. Et dans le dernier tableau vers la droite, qui est quasiment une vue aérienne, on a véritablement tous ces sentiments. Et alors ça me fait plaisir parce que je n'aime pas la mer, ayant commencé ma carrière au Sable d'Olonne. Mon semblant de carrière au Sable d'Olonne, j'ai toujours eu l'impression que j'étais sur une plage d'être un cornichon sur le bord d'une assiette de pot-au-feu. J'ai besoin autour de moi, soit de montagne, soit comme ici, de terre labourée avec au moins 80 km. C'est une expression de Jean Dubuffet, qui était né au Havre et qui disait « Je ne me sens bien qu'avec 80 km de terre ferme autour de moi ». Et je partage cette phobie. Donc ça me fait plaisir à cause de ça, parce que je suis un amoureux de la montagne et que je suis content de la retrouver lavée de tout soupçon chez toi, et que je suis content de retrouver dans ta peinture le sentiment de vertige qu'on éprouve dans la montagne, et qui est, contrairement à ce que certains croient, un sentiment merveilleux. Et ça reste pour moi la magie de la peinture, que de donner les sentiments, le goût des choses dans autre chose que les choses elles-mêmes. Je discutais l'autre jour avec une de tes consoeurs peintres, et je lui racontais un dîner de famille où on avait fait une dégustation de grands crus. Donc il y avait un grand Bourgogne, un grand Bordeaux, je ne sais plus exactement. Et donc, comme dans ma famille, on prétend s'y connaître un peu, on parlait de ça avec les métaphores usuelles. Voilà. Il y a de la réglisse, il y a de la cerise aussi, et du silex. Et puis il y avait une petite fille qui doit avoir 10 ans, qui nous écoutait et qui nous a regardé comme si on était vraiment des crétins, en disant « Vous n'avez qu'à manger des cerises, du cassis, sucer un caillou ». Et aucun d'entre nous n'a su répondre sur le moment, dire pourquoi c'était fabuleux de retrouver une chose dans quelque chose d'autre, de retrouver le cassis et la framboise et le silex dans quelque chose
qui est du jus de raisin fermenté. Je pense que la peinture, ça a à voir avec la cosmétique, pardon, mais aussi avec la cuisine et le vin. La peinture vieillit comme le vin et elle donne ce sentiment de quelque chose dans une chose qui est radicalement différente. Elle donne le vertige sur une toile de coton avec quelques pigments dessus. Et pour moi, c'est ça la véritable magie de la peinture. Alors je me rends compte en terminant mon marathon que c'est absolument pas une question, donc ça ne va pas t'aider. Je peux parler de vertige. Oui, ou de cuisine. Est-ce que l'arrière-cuisine de l'atelier, le choix des pigments, est-ce que tout ça t'intéresse? Quand on voit les photographies de ton atelier, on a le sentiment d'un jeu dans la boue colorée, toi toujours si impeccablement tenu, que c'est le moment où tu te laisses aller dans la boue colorée. Est-ce que cet arrière-atelier, comme on dit arrière-cuisine, est-ce que c'est quelque chose qui compte pour toi? Est-ce que c'est un moment important? Très important. D'ailleurs, l'un des moments les plus importants, ça peut paraître vraiment en détail. Voilà, on n'est pas dans la peinture, enfin, peu importe, mais je crois qu'une de mes plus grandes joies des derniers mois, encore plus bizarrement que la peinture, ça a été la commande d'un établi que j'ai fait en ami menuisier. Et en fait, je me suis rendu compte, quand j'arrive à l'atelier, je me rends compte que c'est encore une fois un peu démesuré. Bon, pourtant très très utile, hein, je veux dire, chaque angle de cet établi, donc qui est vraiment un grand meuble en bois comme ça, avec un espace en dessous pour ranger les tubes, les pinceaux, et puis une grande plaque de plexi comme ça qui est posée en haut, ressemble quasiment à un plan de cuisine. Et à côté, il y a quelques pots, etc. Et en effet, je veux dire, pour moi, bien sûr, la toile, la finalité de la toile, elle a une importance très importante, etc. Mais je me dis qu'elle en a, je veux dire, l'objectif de cette finalité de la peinture, c'est le regardeur. Et je sais qu'à partir du moment où je vais finir la toile, elle ne m'appartiendra plus, elle va partir, etc. Mais donc, le faire de la peinture, il est aussi important que le moment de l'application. Et alors, je sais pas si je me lèche les babines quand je pose les couleurs sur l'établi, mais je pense que je suis pas très loin, je suis à peu près sûre que je parle beaucoup toute seule, et en fait et surtout cet endroit, cet espace. Mais déjà avant que j'étais cet établi, j'avais déjà des grandes tables avec comme ça des très très grands. Il me faut de la place. Je suis pas du tout quelqu'un d'ordonné, donc ça se remplit vite, ça se salit vite, etc. Et en même temps, je n'aime pas les couleurs salies, donc voilà, ça demande un peu d'organisation. Mais du coup, ce moment où je commence à appliquer la peinture sur la palette, je sais que tout va se faire à partir de ce moment-là. Et en fait, là aussi, la palette, un peu comme un cuisinier, j'imagine, doit disjoncter aussi. C'est-à-dire, souvent, c'est marrant parce que à la fin d'un moment de peinture, souvent, c'est aussi à ça que je vois si le passage est réussi. Si je vois que la palette est restée trop sage, en tout cas, ça m'étonne pas
de voir que le passage de peinture ne m'intéresse finalement pas tant que ça et que je dois y retourner le lendemain dessus. Parce que le moment que je préfère vraiment dans la peinture, c'est qu'une fois que ces couleurs sont appliquées, sont positionnées, je sais que justement ça va être le fameux moment des pinceaux qui vont commencer à se déstructurer. Et puis j'ai une autre table aussi à côté, alors là, qui fait limite plus peur que la palette, parce que là ça fait un peu j'avais presque une table de dentiste ou de médecin un peu sadique, je sais pas. Là j'ai des ustensiles de sculpture, j'ai des couteaux, enfin des choses qui, ça c'est une table très importante que j'utilise pas toujours parce qu'il y a des moments où la toile n'en a pas besoin. Mais justement, des fois, dans les moments un peu de panique comme ça de la représentation, le pinceau m'ennuie, en fait, tout simplement. Je sais que je vais aller vers cette toile, trouver des ustensiles bizarres pour appliquer la peinture de manière bizarre et peut-être voir apparaître des choses que je n'ai jamais vues, que je ne soupçonne pas, même qui m'agressent. Mais voilà, elle est bizarre cette toile, cette table. Et c'est étonnant qu'il y ait autant de matériel de sculpture parce qu'en fait, je suis avant même le dessin. En fait, la première connaissance que j'ai eue de la couleur, c'est par la terre, c'est par la sculpture, parce que j'ai commencé le dessin vraiment de manière sérieuse vers 17 ans, comme ça, comme beaucoup, dans un cours de modèle vivant avec la mairie de Paris. Mais pour faire ce choix du dessin, j'avais arrêté la terre, donc j'en ai fait pendant 10 ans. Donc voilà, où toutes les semaines, vraiment, c'était un cours, oui, il y a des liens, que je peigne peut-être autant de terre colorée, mais c'était un cours très libre, on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait, mais où j'avais eu quand même, j'étais fascinée par exemple par les petits carrés cuits de mosaïque, de céramique, de terre sur laquelle on applique pour voir la couleur, les engobes ou les émaux. Et c'est marrant parce que ça fait deux ans, mais encore plus ces derniers mois, où j'ai des sortes de mémoire comme ça, involontaire qui reviennent de couleurs, où je me vois employer des bleus qui ressemblent vraiment aux bleus des engobes, qui sont vraiment proches des couleurs non mélangées qu'on trouve dans les pots d'atelier de poterie, de modelage. Donc voilà, ça c'est des boucles qui arrivent. Et puis c'est vrai, par exemple, très très souvent. Alors moi, j'ai pas beaucoup de temps de faire la cuisine parce qu'il y a la peinture et que je ne peux pas tout faire. Mais par exemple, dès que je suis sur un marché, je sais pas, je me dis, là on est dans la peinture. Je veux dire, bien sûr, les musées, les expos, les œuvres d'autres artistes, cinéma, etc. Ça va être important. Mais moi, la peinture au quotidien, je la vois parfois même plus. Donc dans les marchés. En effet, j'habite à Montreuil, donc il y a le marché de la Croix de Chavaux. Il y a aussi bien des tissus qui viennent beaucoup du Maghreb. La peinture, elle est partout parce qu'il y a des chocs colorés comme ça, il y a des variations. Il y a des modulations, que ça que je retrouve pas, par exemple, à chaque visite de musée. Cette histoire de la modulation. Je te parlais d'un texte d'Élisée Reclus qui m'avait beaucoup plu, où il parle en effet des sinuosités et des remous des ruisseaux. Il y a des auteurs comme ça où on se dit, c'est ce que je peins. C'est le vocabulaire que je recherche quand je peins, en fait. J'ai mis du temps à trouver des mots, parce qu'en plus je me méfie beaucoup du langage. Ça ne gagne pas. Je me méfie du langage, sauf dans les titres, pardon. On va en parler après. C'est le seul espace où, en tout cas l'atelier où j'ai un peu de respect pour les mots, c'est dans les titres.
Mais voilà, en tout cas, il y a quelques années, je me suis dit, bon bah tiens, c'est intéressant quand même peut-être de mettre quelques mots-clés sur ta peinture. Et là, je me suis rendu compte que c'était que des mots qui avaient quand même un lien avec le mouvement. Et donc, voilà, c'était remous. J'avais pas pensé, même si c'est vrai que on l'emploie pas pour la forme, on l'emploie pas, alors que sinuosité, arpenté, tout ça, ou même à Annecy, tu parlais d'expo à Annecy, au point commun, bon, je pense que c'était un titre un peu bizarre, mais l'expo s'appelait Discordance de la courbe. C'était un peu, mais je pense que, il y a déjà cette histoire de la disjonction, et puis je pense cette fascination pour ce qui tourne, le tournoiement, voilà. Est-ce que des titres viennent toujours de textes littéraires? Est-ce qu'ils sont parfois simplement de toi Non, des œuvres. Des œuvres et des expos. Je pense que c'est la première fois en texte littéraire. C'est la première fois que j'utilise un extrait de texte littéraire pour un titre d'exposition. J'en ai cherché comme ça aussi un peu par moi-même et ça ne venait pas. Et puis j'ai commencé en effet, je me suis replongée dans la poésie de Philippe Jacotet. Et là, il y a des auteurs aussi comme ça. Voilà, la manière dont ces paysages arrivent, dans ces descriptions, etc. Je ressens un peu une sorte de marche de rêverie comme ça ouverte qui moi me parle beaucoup. Par contre, pour les titres, ça ce sont quasiment toujours, à quelques exceptions près, les noms de lieux. Ces paysages, mais c'est un temps encore à part, parce que souvent ça me prend finalement pas mal de temps. Alors je dirais pas, je passe pas plus de temps à chercher un titre qu'à faire certaines peintures, quoique la petite peut-être qui est dans la salle là-bas, que j'ai peint vraiment très rapidement. Rappelle-nous son titre. Uto. Voilà, alors ça peut être un bon exemple. Voilà, j'ai fini cette petite toile, j'avais aucune distance dessus, elle a traîné un peu à l'atelier. J'avais commencé ces petits formats en disant tiens, je pourrais aussi en offrir à des amis. Et puis finalement, je me suis dit ça peut être intéressant d'avoir une petite ponctuation comme ça aussi à passage pour avoir des tout petits formats qui dialoguent avec des très grands. Et donc là, je l'ai fini. Alors, je savais je me souvenais que ma capture d'écran, en effet, c'était un pays nordique. Je me souvenais plus très bien lequel. Parce que j'aime bien aussi, quand je fais mes captures d'écran, souvent on me dit, mais alors, où est-ce que c'est, etc. J'aime bien oublier aussi très vite parce que c'est pas la géographie existante qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, je pense, c'est quand même c'est un lien entre une géographie réelle et une géographie imaginaire. Donc voilà, en tout cas, je me suis dit, allons voir vers les pays nordiques. Alors pendant longtemps, j'ai choisi les titres en allant tout simplement sur Google Maps. Et comme ça, en regardant sur les cartes de Google Maps, et donc il y a un côté assez agréable où avec le curseur, on peut errer comme ça sur les cartes. Mais quand même, à la longue, là, ça commence un peu à me fatiguer, puis que finalement le titre arrive. Puis déjà, je sentais qu'il n'y avait pas toutes les localités aussi sur Google Maps. Et en fait, là, j'ai retrouvé un vieil atlas des années 90 où il y a vraiment écrit Le Monde, voilà. Et donc, le vieil atlas qu'on a tous à la maison. Et alors, depuis, je recherche les titres sur cet atlas. Et alors là, c'est encore plus fantastique parce que j'ai vraiment le nez dans la carte. Bref, et donc pour cette petite toile Uto,
c'est pour ça que le cinéma a quand même un peu d'importance, parce que j'ai regardé la toile et tout de suite, c'est des déclics comme ça, enfin, c'est le cerveau qui contrôle, pas nous. J'ai tout de suite repensé à un film que j'aime beaucoup d'Ingmar Bergman, qui s'appelle Monica. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais donc les deux protagonistes qui se connaissent à peine partent sur un coup de tête comme ça sur une île dans les alentours de Stockholm. C'est un film qui a été, franchement, elle n'a pas été censurée d'ailleurs à sa sortie, Monica, je sais pas. Enfin, en tout cas, un film très lié où on voit des figures comme ça, des personnages se déplacer dans cette île. Il y a un rapprochement aussi, enfin, dans la manière dont ces deux personnages se déplacent dans le paysage. Il y a aussi un rapprochement un peu avec l'Aventura d'Antonioni, où à la fin, en fait, la manière dont Antonioni et Bergman les filment, quand c'est en plan rapproché, qui sont souvent immergés comme ça dans les feuilles, etc., on oublie qu'ils sont sur une île. En tout cas, on n'arrive plus à comprendre la spatialisation. En fait, plus le film avance, et au début, on comprend bien la géographie de l'île, et plus ça avance, et plus on est perdu, plus on a cette perte de repères. Ça me parle aussi beaucoup. Voilà, en tout cas, j'ai pensé à Monica, et donc j'ai un petit trou sur l'île où ils sont, c'est pas du tout. Donc voilà, je me suis déplacée comme ça sur la carte en regardant les noms d'îles autour, et c'est là où ça prend souvent un peu de temps, parce qu'il faut que le titre faut qu'il marche avec la toile. Alors là, c'est un peu une autre paire de manches. C'est un tout petit format, donc tout de suite, je me suis dit, faut pas que ça soit un très long mot. Et là, j'ai vu ce mot, Uto. Et après, souvent, c'est hop, allez, c'est bon, c'est ça. Justement, j'ai pas envie que ça devienne non plus trop. Il faut que aussi dans les titres, il y ait une part d'instinct. Voilà. Mais c'est un peu souvent une consonance comme ça musicale, comme un son de guitare, je sais pas. Enfin, tout d'un coup, il y a la toile à trouver son titre. Et puis, j'ai toujours un peu cette rêverie de me dire qu'un jour, quelqu'un relira, fera une sorte, je sais pas, mais moi, je pense que ce sera peut-être moi, quand j'aurai plus la force de peindre. Je sais pas, j'imagine une sorte de parcours imaginaire entre tous ces noms tous ces lieux, en fait, qui sont même pas vraiment reliés au lieu de la toile, mais je me dis qu'il y a quelque chose maintenant qui les relie. Et puis, je me dis que si aussi on les lit comme ça très vite, les uns après les autres, c'est une idée que j'ai eue aussi, un peu farfelue comme ça il y a quelques années, parce que j'aime bien le mouvement lettriste, et du coup je me suis dit, si on les lit tous comme ça très vite, ça va ressembler à une lettriste. C'est mes divagations. D'abord, écoute, c'est des divagations qui sont éminemment respectables. Est-ce qu'il t'est jamais arrivé de zapper, comme diraient les gens de ta génération, l'étape de la photographie et de peindre sur le motif? Alors ça, c'est la question qu'on me pose beaucoup en ce moment. Et j'y pense. En plus, je viens d'emménager dans un atelier qui se trouve dans un grand parc, ce qui est quand même rarissime en région parisienne. En plus, c'est 3 ans. Donc, il me reste 2 ans et demi pour profiter de ce parc. Ça me met un peu de pression. Peindre et dessiner sur le motif, je l'ai fait, surtout dessiner sur le motif. Je l'ai fait beaucoup au début de ma formation de dessin. Là, j'avais quand même toujours un carnet de croquis dans la poche. Mais alors, il y a un moment où j'ai arrêté.
Mais c'est marrant que tu poses cette question parce que je pense que c'est un grand lien avec la peinture. Là, en ce moment, je me dis, si je dois y retourner, si je dois retrouver, j'aimerais beaucoup, puis c'est vrai qu'on lit tous les peintres dont j'admire beaucoup le travail de peinture, de forme, etc. Beaucoup on peint sur le motif, d'autres non. Bon, Jeanne Michel, mais bon, elle n'était pas très loin, hein, je pense qu'il y avait le jardin qui était pour beaucoup, etc. Mais après, c'est quand même un travail d'atelier. Mais par exemple, Van Gogh, il était dedans. Donc c'est sûr que qu'en termes de couleurs, je pense qu'il y aurait aussi une évolution. Parce que, et en même temps, d'être devant la couleur réelle, je pense que je m'en méfie, parce qu'à l'atelier, du coup, comme un cuisinier, je peux faire tout ce que je veux. Je suis tentée par rien, parce que la couleur n'est que celle de mon souvenir, celle du document source, grâce à une connaissance commune que tu m'as présentée, un grand peintre qui s'appelle Denis Laget, qui m'avait conseillé d'un moment donné oublier très franchement les couleurs de mon document source pour aller chercher en tout cas d'autres couleurs encore plus proches peut-être de ma mémoire. Donc en tout cas, je me pose cette question parce qu'elle est quand même au départ je pense, de cette peinture de paysage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai arrêté de dessiner sur le motif parce que je n'y arrivais plus. Alors, c'était pas de l'ennui, mais c'était pas assez. Voilà. Je me disais, bon, bah là, un petit croquis, super, de montagne, quelques herbes, etc. Enfin, je suis contente, je repars avec un joli croquis, mais je ne suis pas surprise par ce que je regarde. Et je crois que c'est ça que je cherche quand même avant tout dans la peinture, c'est d'aller de voir apparaître une image très très lointaine qui me rappelle quelque chose en même temps que je n'ai jamais vu. Enfin, on est vraiment entre le passé, présent, avenir, présent qui a une dynamique pour tous les peintres. Mais la difficulté, c'est quand j'ai arrêté ce carnet de croquis. Du coup, là, je me disais non, maintenant, je vais juste, si j'ai la chance d'aller à la mer ou à la montagne, je suis juste devant et puis on verra ensuite. Et là, en fait, j'en ai pas connu beaucoup, mais j'ai vraiment, je crois, à 3 ou 4 reprises, vraiment des états de panique face à la mer. C'était plutôt face à la mer, dans le sud particulièrement, où là, alors je crois que c'était, je sais pas, alors soit j'avais un coup de chaud, mais trop de chaleur, trop de beauté, trop de tout, enfin, tout est fait standard. Vraiment une panique en me disant, à ce moment-là, j'ai pas pu mettre des mots dessus. Donc d'ailleurs, je rentrais vite à Paris et on me disait, mais ça va pas bien partir comme ça des vacances, mais dans un endroit super. Et je me disais, mais non, mais pour moi là, c'est un cauchemar. Et j'ai vu quand même des gens autour de moi, je pense, un peu inquiets. Et alors en plus, je me souviens un été en particulier où vraiment j'arrivais pas à contempler la mer. Je me disais, non, mais c'est pas possible, il faut que ça soit retranscrit, je me disais. Et en même temps, il y avait à ce moment-là, j'étais pas dans la peinture, donc c'était super dur. Et c'est marrant parce que en plus, j'étais dans une maison de location, voilà, les gens de mon entourage avaient loué. Et il y avait une toute petite étagère avec quelques films, dont un. Et alors là, incroyable, je ne sais pas si j'ai eu cet état de panique devant le paysage avant, après avoir visionné ce film que j'ai pas revu, mais que vraiment, c'est comme si j'y étais encore, mais c'était Stromboli. Oui, en plus, on était sur une île, on était en Corse. Donc. Et là, je visionne Stromboli de Rossellini, où donc on voit son prénom, j'ai un petit trou. Bergman aussi, mais j'ai un trou sur son prénom. Sur l'actrice. Ingrid Bergman, c'est ce que je parlais d'Ingmar.
Ingrid Bergman, voilà, qui arrive sur cette île et qui, parce que l'île est très hostile et prise aussi, enfin, en tout cas, d'état de panique, et on la voit gravir comme ça, cette île, essayer de trouver des repères, on n'est pas très loin de l'Aventura, etc. Là, c'est quelqu'un qui disparaît, ça ramène peut-être aussi, je pense, ce que je recherche dans la peinture parfois à voir apparaître, c'est une sorte moi-même on m'en veut faire une sorte d'état d'insécurité, d'instabilité. Par exemple, dans le grand format de cette roche escarpée, voilà. En tout cas, quand je me lance dans cette peinture, je sais que je serai pas en état il n'y a pas de filet, quoi. Et ça, je crois que c'est, et souvent, quand même, quand je me rends compte des figures que j'ai peintes dans les paysages, elles sont pas très en sécurité non plus. Donc, mais ça, j'ai pas envie de mettre de mots dessus. Est-ce que il n'y avait aucune depuis que la chambre obscure existe, les peintres s'en servent, donc il y avait dans la question aucune espèce de reproche ou d'incitation à aller sur le motif. Simplement, tu parles du film de Rossellini. Apparemment, si on en croit les historiens, la scène de la pêche au thon qui contribue grandement à créer l'atmosphère de panique et une trouvaille. C'était pas prévu c'était pas prévu dans l'histoire et me semble, j'aurais tendance à penser si une machine à voyager dans le temps faisait que tu sois encore mon élève, que ta maturité est largement suffisante pour que tu affrontes ces paniques qui te réussissent plutôt vraiment bien et que un autre artiste, les artistes à qui on pense à beaucoup de gens quand on voit tes peintures, mais dans mon panthéon personnel, il y a John Ruskin et Turner et ces aquarelles des Alpes qui sont sublimes et qui visiblement ont été peintes en 30 secondes. Donc il n'y avait pas d'impossibilité technique. Et je cherche à aller, je pense, de plus en plus. Voilà, c'est une curiosité de ma part et de voir ce que donnerait la panique du paysage réel qui ne t'empêche pas de t'évader vers d'autres couleurs. Les chandeliers de Van Gogh n'étaient pas de ce jaune-là. C'est des couleurs parfaitement hallucinées aussi. Donc, j'ai parfaitement raison de te dire ça. Et il me semble que tu pourrais prendre ce risque du motif sans t'en tenir nécessairement à ça, mais pour ajouter à tous les vertiges que tu évoques, celui de l'urgence de peindre en sentant véritablement le vent sur ton visage. Il me semble que c'est pas exclu. Tu n'es pas obligé d'avoir un pliant, une palette avec un tronc pour le pouce. C'est comme si ta peinture te tirait un peu vers quelque chose comme ça. Turner a peint ses aquarelles magnifiques, et puis par ailleurs, c'est celle de tempête, évidemment, ne serait-ce que parce que il faut du temps pour les peindre, et peindre en atelier d'après une notation, mais pour moi, tu es héritière de cette famille qui va de Kondratovich jusqu'à aujourd'hui, en passant par Ruskin et par Turner. Kondratovich pour
est considéré comme le premier peintre de paysage parce qu'il a peint un tableau absolument bouleversant qui est au musée de Genève, qui s'appelle La pêche miraculeuse. C'est donc une représentation de la scène de la pêche miraculeuse dans les évangiles, mais ça n'est pas une mer de la Terre Sainte qu'on voit, ni le lac de Tibériade, c'est le lac Léman. Quand on sort du musée de Genève, on fait quelques pas et on voit, alors, pour combien de temps, compte tenu du dérèglement climatique, je n'en sais rien, mais si on marche jusqu'au pied du Mont Blanc, on voit le paysage exactement tel que l'a peint Kondratitz, avec la cime du Mont Blanc au fond et les préalpes devant, inchangées. Et c'est un bonheur absolu de faire ce petit passage quand on voyage à Genève. Il me semble que tu es je ne sais plus comment on appelle l'armée, c'est aptitude au saut quand on te laisse sauter en parachute de l'avion au bout d'un certain temps. Oui, je pense. Mais aussi parce que il y a la matière, c'est étonnant avec la peinture, parce qu'à la fois il y a le vertige de la toile, etc., quand on commence, qui en effet, on a moins quand même sur une feuille. Enfin, là, récemment, j'ai refait des dessins, et c'est vrai que cet aspect très rapide, etc., enfin, là, je me suis vraiment dit, il faut complètement y retourner, parce que en peinture, dès que je commence, j'ai déjà envie d'avoir terminé. Enfin, il y a une sorte d'obsession de la rapidité, de voir ces images lointaines comme ça apparaître. Puis finalement, moi, si je suis vraiment honnête, je sais qu'elles apparaissent, une fois sur 30 toiles, enfin, et encore. Plus les années avancent, plus après on se rend compte des toiles qui continuent de nous interpeller. Mais c'est vrai que ce qui est donc il y a cette appréhension de la peinture, et en même temps elle rassure. Enfin, je pense qu'elle établit, par exemple, en effet, c'est comme je me verrais pas. Parfois je vois des peintres qui peignent au sol avec juste quelques pinceaux, etc. Moi, j'aime bien m'entourer, je pense, de ces tables un petit peu bizarres, etc. Et de toute cette matière, parce qu'en fait, la peinture, elle tient quelque chose aussi. Enfin, moi, c'est ça que je ressens à l'atelier. C'est qu'il y a ce saut qu'on peut faire, et en même temps, elle me dit, et puis c'est des morceaux de terre, c'est du pigment, etc. Donc, je suis là aussi pour te tenir, quoi. Et c'est là où le dialogue il est sans fin, parce que souvent les gens me demandent quand on est peintre, mais comment faites-vous comme ça, seul, pendant chaque seconde. Alors qu'on n'a pas tous les jours, mais quand la concentration est là, l'idée est donc dans les grands formats qui sont là, avec des passages plus ou moins, parce qu'on ne peut pas être concentré à 100%. Quand je dis concentré, c'est que le regard, moi, c'est ça qui me fascine dans la peinture, le regard, il se ferme aussi vite qu'il ne s'est ouvert. Et donc, quand je vois quelque chose apparaître, je sais qu'il faut que j'y aille vite, et c'est là que qu'il y a ces sortes de gestes un peu pulsionnels, où je viens hacher les pinceaux, etc. Mais là, ça fait un peu peur. J'ai l'impression que c'est pas moi qui parle. Il y a quand même tout d'un coup autre chose qui est là à l'œuvre, et les vrais moments de peinture, c'est des journées où on a la chance d'être que de là-dedans. Il y a un côté presque trans où mais quand on voit les cuisiniers travailler, on voit les épices qui sont jetées dans l'assiette, etc. C'est la même chose. Ou les danseurs, on se dit là, il y a quelque chose qui échappe à la personne, à l'entendement, et tout. Ça vient tout seul. Mais ça, il faut le vouloir aussi au début de la journée, de se dire là, c'est elle qui décide, c'est la peinture. Mais il suffit de pas beaucoup
par exemple, cet outil-là est le pire ennemi de la peinture. Alors, moi, depuis plusieurs années, je fais vraiment en sorte qu'il soit le plus éloigné de moi au moment où je peins. Parce que si j'entends un appel ou si, peu importe la moindre sollicitation, le regard se referme, il se venge. La peinture se venge d'une autre source d'intérêt, quoi. Donc, moi, je sais que les toiles que je rate, ça va être sur une journée où justement, je vais faire autre chose, je vais accepter. Mais en même temps, c'est là où après, on nous en veut beaucoup quand on sort de l'atelier, c'est qu'on a dû mettre tout le monde de côté. Mais la peinture, elle est cet objet est l'ennemi de tout. Je faisais visiter à une amie récemment le château de Ciré-sur-Blaise, le château de Madame du Châtelet, où Voltaire a écrit. On réfléchissait à comment est-ce qu'il a pu écrire tout ça en s'éclairant à la bougie, avec tous les inconvénients. Donc évidemment, il y avait les domestiques et Madame du Châtelet, mais mon ami m'a dit, et puis il n'y avait pas d'iPhone. Il me semble que dans le journal de Delacroix, oui. Voilà. Enfin, aujourd'hui, on n'a plus le temps de. On doit tous apprivoiser cet objet qui est par ailleurs aussi qui a des aspects merveilleux, mais qui est notre meilleur ami, notre meilleur ami. Surtout pour la peinture qui vient d'une matérialité tout autre, quoi.